Si vous n'aimez pas rester dans l'ombre, mais que vous donnez toujours le meilleur de vous-même, alors rejoignez-nous et brillez. Bienvenue à Héros en Affaires, une émission qui célèbre les femmes audacieuses, innovantes et déterminées. Chaque épisode dévoile leur parcours, leurs défis et leurs triomphes. Inspirez-vous d'histoires vraies, de stratégies pratiques et de chemins authentiques vers la réussite. Héroïnes en affaires, inspirez, agissez, réussissez. Abonnez-vous maintenant et voyez les rêves se transformer en succès. Salut Amy. Hello Mathia. Comment vas-tu? Écoute, super bien et toi? Ravie d'être là aujourd'hui. Super, moi aussi, j'avais vraiment hâte de faire cette émission parce que tu es dans un domaine, une niche qui n'est pas beaucoup connue. Et comme tu le dis, tu es très précis dans ton ciblage. Et moi, c'est ça qui est fascinant quand j'ai découvert ton offre, ta personnalité en fait, parce que je ne m'y connais pas beaucoup là dans la neuroscience, dans la comment déclencher des petites choses aux gens avec la psycho, en tout cas, tu vas nous expliquer c'est de quoi. Bien. Donc, je vais te laisser te présenter, Amy. Ok, bon, déjà, hello à tous, moi c'est Amy Kaé, donc il y a mon nom qui apparaît apparemment. Moi, je suis experte en neuromarketing et vente à étiquette. Tout ça depuis 2019, donc du coup, ça fait un petit moment. J'accompagne principalement les dirigeants, les experts, coachs, consultants, prestataires de services, en fait, dans l'objectif de tripler leurs prospects et de vendre plus efficacement, tout en créant un business qui est structuré pour scaler. D'accord. Et tout ça, bien évidemment, grâce aux neurosciences et à la psychologie du consommateur, comme tu disais tout à l'heure. Mon approche, en fait, elle est un petit peu différente. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut recentrer sur l'humain. Et donc, du coup, tout est basé sur la vente éthique, sur la compréhension des mécanismes cérébraux, comment l'achat peut être déclenché. Donc, l'objectif, c'est d'arrêter avec tout ce qui est forcing, des scripts copier-coller. Et du coup, j'aide vraiment à comprendre comment le prospect prend ses décisions, à positionner l'offre pour qu'elle devienne plus qu'irrésistible et à closer sans manipuler. Voilà. Exactement. Puis c'est ça toute la beauté de ton offre. Je trouve qu'on n'intègre pas assez l'humain dans nos coachings, dans notre approche même par rapport à notre travail de coach, en fait, tout simplement. Puis dis-moi un peu, Amy, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette niche, cette pratique? Pourquoi tu as décidé d'utiliser cette méthode et de ne parler qu'à des dirigeantes? C'est quoi le déclencheur? Parle-nous un peu de ton parcours. Oui, bien sûr. Écoute, moi, j'ai un parcours assez riche. J'ai commencé assez basiquement en faisant une école de commerce avec un master en management international, donc pour travailler dans des grands groupes. Dans ces grands groupes-là, je me suis spécialisée en marketing. Ça m'a pas plu. Ça a été une expérience assez enrichissante, mais ça m'a pas plu parce que le marketing était orienté sur les statistiques, les chiffres, et il y avait rien d'humain, alors que normalement le marketing, ça devrait être basé sur l'humain. Donc on avait en tête toujours les chiffres et on se posait jamais la question de qu'est-ce que veut vraiment la personne derrière, à part les petites études de marché qu'on faisait à droite et à gauche. Et ça, c'était un gros point. Du coup, à partir de là, je me suis lancée. J'ai travaillé pour un incubateur de start-up dans lequel j'ai pu accompagner plus de 80 startups. Donc, c'était ultra enrichissant de voir comment tu peux te développer super rapidement parce qu'en 6 mois, il faut que tu aies créé ton produit, lancé tes trucs, que tu aies tes premiers résultats pour pouvoir avoir des investisseurs. Et forcément, dans cet environnement, tu sais, plein de projets, d'émulsions, tu vois. Moi, j'ai eu envie de lancer aussi mes projets. Donc, j'ai monté moi-même 3 startups. J'ai collaboré avec des entrepreneurs du monde entier. Et dans tout ça, revenait toujours la même problématique, c'est-à-dire qu'on est très orienté résultats, on est très orienté chiffres, et même pour les personnes, parce que vendre fait partie du business, la vente était vue comme quelque chose il fallait atteindre tel ou tel chiffre. Et moi, je me suis dit, c'est quand même dommage, parce qu'on oublie l'élément principal, qui est la personne qui est en face de nous, d'accord ? Et donc du coup, mon plus grand défi, ça a été d'apprendre que vendre, ça n'a rien à voir avec convaincre quelqu'un. D'accord, on n'est plus là pour convaincre, on est là pour comprendre qu'est-ce qui déclenche une prise de décision, pour comprendre en fait, comme je disais avant, l'humain derrière. Et du coup, même ce qu'on propose, le produit ou le service, ça doit être structuré à quelque chose qui s'aligne au biais cognitif naturel de notre client, quoi. Mmh. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis rentrée dessus et c'est ça qui m'a permis de construire ma méthode. J'ai toujours été
fascinée par le fonctionnement du cerveau, comment on prend nos décisions, comment on est influencé, toutes ces choses-là. Et comment aussi on peut créer du coup quelque chose d'unique parce que chaque personne est unique en fait. Donc voilà, maintenant ma méthode elle combine vraiment tout ce qui est neurosciences appliquées pour comprendre comment ton prospect il va réfléchir, comment il hésite, comment il prend ses décisions d'achat. Mais à tout ça j'ai rajouté l'approche un petit peu start-up. Donc du coup parce que tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément 15 ans pour te développer. Donc, il faut aussi que tu réfléchisses un petit peu rapidement, que tu te mettes dans la phase un peu start-up où il faut scaler, structurer et donc prendre des actions assez puissantes dès le départ. Et du coup, avoir un système d'acquisition, tu vois, qui soit puissant avec c'est pas obligé d'être compliqué, en fait, mais il faut être tourné vers l'humain sans y passer des heures. Voilà. Waouh. Écoute, ça, c'est riche. Puis c'est puissant comme positionnement, puis bravo pour ton parcours qui est plutôt... je ne savais pas que tu avais autant de bagages, puis je te découvre aussi. En même temps, c'est vrai que j'ai lu un peu ton parcours quand on s'en a parlé, mais là, je sens qu'on a vraiment une grande boss lady en face aujourd'hui. Bravo pour ton parcours. Dis-moi un peu, toi, aujourd'hui, c'est quoi la plateforme, selon toi, la plus adaptée pour développer justement une offre et puis en faire une business dans le domaine du coaching? Dans le domaine du coaching, en fait, le domaine du coaching, c'est quelque chose d'assez vaste parce que maintenant, on a des coachs pour tout. Donc, je dirais que ça dépend. On ne peut pas donner une plateforme en particulier. Ça dépend justement de l'humain qu'il y a derrière et du coup de ta cible. En fonction de ta cible, telle ou telle plateforme sera plus adaptée. Typiquement, si t'es coach mindset, Instagram et LinkedIn, c'est top. Par contre, si t'es coach sportif, je te dirais plutôt TikTok et Instagram parce que c'est pas le même public. D'accord? Donc, on peut pas donner une plateforme en particulier, ça va vraiment dépendre de la personne qu'on veut aller chercher derrière. Ben oui, clairement. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, clairement. Moi, j'avoue que j'ai essayé toutes les plateformes. Et c'est sûr que l'approche, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn et même Thread aujourd'hui, pourquoi pas YouTube aussi, c'est pas pareil du tout. On a différents profils de clients, on a différentes personnalités qui justement se connectent soit à nos contenus, soit à nous tout simplement parce que la vibe leur parle. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour avoir testé toutes les plateformes, je t'avoue qu'aujourd'hui, la plateforme où j'ai le moins converti, c'est LinkedIn. D'accord. Ça doit être ma plateforme un peu... Parce que, en fait, moi, ma cible, c'est les salariés qui veulent développer un business en parallèle de leur job, puis un jour, vivre. Parce que moi-même, je suis passée par là. J'étais salariée et entrepreneur. J'ai lancé mes premiers business sans le faire d'une manière genre entreprise enregistrée et tout. Parce qu'au Canada, ici, il y a même quelques limites là à ça. Et je me suis développée quand même. J'ai fait des erreurs, je me suis formée, j'ai rebondi et pour couronner le tout, j'ai écrit un livre sur mon parcours. Super. Et ce livre-là, qui se dénomme Dans la peau d'un entrepreneur hybride, qui est disponible sur Amazon, c'est un livre justement qui te donne des stratégies pour garder l'équilibre quand tu es salarié et entrepreneur. Et donc, dans ce parcours, je me suis rendu compte que Facebook était parfois plus adapté à ma clientèle parce qu'ils peuvent réagir sans se faire comme remarquer ou démasquer tout simplement. Ouais. Alors que LinkedIn, où il y en a plus, ils peuvent pas réagir, sinon ça s'en va à tout leur réseau. Et parfois, on veut peut-être pas montrer qu'on fait des démarches. Moi-même, arrivé à un moment donné, comme mes anciens patrons ont remarqué que j'étais un peu plus sur les réseaux, ça n'a pas forcément plu. Et ça m'a valu un peu, on a voulu recadrer un peu ma manière de travailler et tout, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, d'où mon départ, tout simplement. En tout cas, tout ça pour dire que oui, j'ai testé les plateformes et dépendamment de ma cible aujourd'hui, c'est plus Facebook, TikTok aussi un peu, qui est adapté, Instagram aussi, même si je suis moins bonne sur Instagram. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, dépendamment de l'offre, de la cible, il y a des plateformes qui sont adaptées que d'autres. Et puis je pense aussi ça va dépendre de ton affinité avec la plateforme. Typiquement, moi je connais des personnes qui font énormément de ventes sur TikTok.
Moi, j'ai énormément d'abonnés. On est quand même 11 000 sur TikTok. Mais c'est pas une plateforme que j'apprécie spécialement. Donc, je publie, j'ai des likes, etc. Mais c'est pas là où je fais mon plus gros chiffre d'affaires, en fait. Donc, tu vois, je pense que ça dépend aussi de là où on se sent à l'aise en termes de plateforme. Parce que du coup, on va être forcément plus amené à être présent que sur les autres. Ça va déclencher après les ventes, quoi. Ben, c'est clair. Moi-même, j'ai au moins 12 000 personnes aussi. Ouais, là, ça a commencé à réduire parce que je suis plus vraiment présente. Et du coup, oui, c'est pas la plateforme où je vends le plus et ça demande beaucoup d'énergie. Là, TikTok, du coup, tu dois être présent, faire des lives hebdomadaires ou quasiment, en tout cas, être présent, tout simplement. Et oui, je ne dirais pas que j'aime pas la plateforme, mais je dirais qu'elle est pas facile à travailler pour convertir les gens. Parce que c'est la plateforme où tu as du volume, tu as beaucoup de gens, mais tu n'as pas forcément la personne précise. Donc, le ciblage est moins précis. Je sais pas comment l'algorithme fonctionne, mais une fois sur deux, tu tombes sur la bonne personne ou pas. Donc, ça devient épuisant, là, je t'avoue, mais bon. On s'en sort sur les autres plateformes. Même YouTube, où j'ai pas encore 500 abonnés, les gens commencent à poser des questions et je trouve ça très, très, très intéressant à continuer à développer tout simplement. Oui. Revenons à toi. Parce que ma prochaine question, c'est par rapport à toi. Au vu de ce beau parcours que tu as eu, veux-tu nous partager un de tes défis, quelque chose qui t'a comme secoué dans ton parcours, qui a fait que tu t'es remis peut-être en question, qui a failli même t'emmener à peut-être lâcher, retourner vers une autre solution d'emploi ou d'entrepreneuriat? Parle-nous un peu de tes défis. Oui, bien sûr. Je pense que le défi principal, c'est quelque chose dont je parle pas encore assez parce que ça a été un gros traumatisme pour moi. Le défi principal que j'ai eu, c'est ma santé. J'ai eu pas mal de gros soucis de santé et en fait, du coup, quand tu es dans l'entrepreneuriat, t'as pas la stabilité du salarié. Donc du coup, quand tu as ces soucis de santé, tu peux pas te dire bon, je me mets en arrêt et puis c'est pas grave. Donc ça a été une grosse remise en question pour moi de savoir comment j'allais faire, comment j'allais continuer, comment j'allais du coup aussi délivrer parce que j'avais des clients derrière qui attendaient après moi et ça m'a mis encore plus de pression par rapport à celle que j'avais déjà sur les épaules et c'est vrai que ça a été une grosse remise en question parce que c'est une maladie chronique donc c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Et du coup, est-ce que l'entrepreneuriat était fait pour moi? Est-ce que j'allais m'en sortir? Enfin, toutes ces questions qu'on se pose très souvent, même quand on a d'autres situations. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que c'est grave? Et en fait, je me suis dit, mais attends, t'es entrepreneur parce que justement, tu voulais la flexibilité, tu voulais la liberté. Donc, je suis revenue un petit peu à pourquoi je suis partie dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais attends, ça, c'est un problème voulu comme quelque chose qui est inhérent à ta personne et comment tu t'adaptes autour de ça. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de garder le cap, de rebondir. Et en fait, j'ai créé une méthode et une approche, une façon de travailler qui correspond à mon mode de vie actuel et du coup, beaucoup plus facile, quoi. Waouh! Ah ouais, ça, c'est sûr que t'as pas la facilité d'en parler parce que ça devient très personnel et puis parce que j'ai beaucoup de personnes quand j'en parle justement qui se retrouvent dans ma façon de parler parce que moi je parle d'endométriose donc du coup quand j'ose en parler en général c'est ultra positif parce qu'on me dit wow, t'arrives à faire tout ça malgré ton endométriose parce que quand même 3 jours par semaine je suis pliée en deux donc c'est pas génial mais tu vois on me dit justement si t'arrives à faire tout ça sans lâcher, sans rien, etc., c'est que ça fonctionne ce que tu mets en place. Wow. Donc, bravo. Cool. Franchement, chapeau et je trouve ça génial parce que d'aucuns auraient été à ta place, c'est sûr, ils auraient abandonné. Puis, écoute, parle-en, parle assez, justement pour encourager ces femmes qui, pour des petits défis, je dis petits défis parce que écoute, ton défi en est un vrai, d'accord? Et il y en a, c'est juste parce que, je sais pas, je dis pas que c'est pas une vraie peur, là. J'arrive pas à me mettre devant un écran, je veux pas parler et tout. Et c'est fini, elle va procrastiner, elle va être lente à se développer et tout. Mais toi, non seulement, t'as pas le choix, c'est-à-dire que t'as beau vouloir que ça s'arrête ou que ça s'améliore, ça dépend de ton corps, ça dépend, franchement, chapeau et c'est le genre de choses que je veux souligner dans cette émission pour dire justement à une femme que
peu importe les défis de la vie, on est capable de le transformer en carburant. Et ça, je ne cesse de le dire aux femmes là. Quand tu arrives à transformer tes défis en carburant pour te booster, pour te propulser, bah tu te propulses vraiment à une puissance exponentielle. Et c'est ce que je vois là dans ton parcours. Ton parcours Oui, c'est ce que je te rejoins totalement sur ce que tu dis, dans le sens où moi aussi, ce que je dis tout le temps, le bonheur, c'est pas l'absence de problèmes, c'est choisir ses problèmes. Et ça, je pense que c'est ultra important, surtout quand on est entrepreneur, et d'autant plus quand on est une femme, parce qu'on a encore plus de défis, je trouve, que les hommes, de pas laisser tomber. De pas laisser tomber et de prendre son problème et de broder autour, de colorier un petit peu pour que ça rentre dans les dimensions dans lesquelles on a envie et que ça nous permette d'avancer quand même. Ben oui, clairement. En tout cas, félicitations, Amy. Alors, à notre prochaine question qui concerne tes clients. Oui, je t'écoute. Alors, la question, c'est de savoir une anecdote, quelque chose que t'as peut-être pas encore parlé, mais un client qui était, admettons, dans une situation très délicate et que toi, tu devais l'aider à sortir de cette situation grâce à ta méthode, grâce à ton accompagnement. Parle-nous un peu d'une anecdote que tu as vécue dans ton parcours depuis 2019. Ok. Bon, ça va être dur de choisir. Parle de tout, des différents cas si tu veux. On est ouvert. Hein. Moi, c'est ça qui donne aussi l'intérêt aux gens parce que les gens pensent que c'est linéaire, les gens pensent que c'est fluide. Sauf que c'est tous les jours avec ces défis. D'accord? Tous les jours avec ces anecdotes, les clients ne sont pas du tout pareils et on n'a pas la même approche, même si c'est la même méthode, on n'a pas la même approche avec tous les clients. Fait que vas-y, parle-nous-en, même si tu en parles de 2, de 3. Moi, Écoute, je vais en prendre une qui va vraiment aller dans le cadre de cette émission parce que je la considère vraiment comme une héroïne. D'accord? Donc, elle s'appelle Christina. Et Christina, quand j'ai commencé à l'accompagner, elle sortait juste de formation. Donc, elle avait fait une formation pour être naturopathe. Et elle était tout juste diplômée. Et du coup, elle est arrivée un peu dans le monde de l'entrepreneuriat parce que il fallait. Parce que quand tu es naturopathe, t'as pas forcément un job salarié derrière. Et elle était complètement paumée. Elle savait pas vendre, elle savait pas comment gagner en visibilité, rien du tout, aucun client. Et du coup, il fallait qu'elle en vive, tu vois. Et donc, elle était super instable sur ce qu'il fallait faire, sur la création de contenu, sur comment vendre, etc. Et c'est une des clientes qui m'a le plus bluffée. Parce qu'elle sortait juste de ses études, on a commencé à bosser ensemble, et dès le premier mois, elle m'a fait 2500 € de chiffre d'affaires. Et franchement, elle m'a bluffée. Dès le premier mois, elle a réussi à structurer une offre irrésistible, à attirer et à convertir ses prospects. Franchement, moi, ça m'a laissé sur le désolée pour l'expression, mais j'en ai vu pourtant. Mais dès qu'ils se lancent comme ça et qui font un chiffre d'affaires aussi vite, aussi bien, qui ont structuré leur activité, qui réussissent à vendre, elle a tout mis en place. Elle a bossé comme une malade. On va pas se mentir. Ouais. Et tu vois, elle est passée de zéro stratégie, pas d'entreprise, à une entreprise rentable et qui est stable. Et qui maintenant, au bout de 3 mois, elle était déjà à 5000. Donc, elle a stabilisé. Elle a 5000, voire plus de 5000. Elle est entre 5 et 10 en ce moment. Et elle a stabilisé et ça se passe super bien. Tu vois. Waouh. Et moi, ça fait partie de mes héroïnes, je trouve. Donc, je pense que c'est cool d'en parler ici. Et franchement, ce qui a changé la donne pour elle, c'est qu'elle a vraiment optimisé. Elle a fait une offre qui était orientée consommateur. Donc du coup, je l'ai aidée à restructurer et à mettre quelque chose en place qui utilisait les biais cognitifs pour déclencher vraiment, tu vois, une décision d'achat. Elle est passée d'un truc qui était flou dans sa tête à quelque chose d'ultra clair, d'ultra spécifique et du coup qui parlait à la problématique et au désir principal des gens qu'elle avait en face. Donc déjà, ça a aidé énormément. Et à la suite de ça, on a énormément travaillé la vente parce que, on va pas se mentir, on est français, nous, donc du coup, c'est compliqué des fois. La vente, c'est pas le truc sur lequel on est le plus à l'aise. Et Christina, elle a énormément appris. Elle est passée d'un stade où elle bégayait pendant les appels à déclencher un achat en moins de 10 minutes. Donc franchement, elle a géré et tout ça sans forcer. Elle est très dans la douceur, très très dans l'aide de l'autre parce qu'elle est naturopathe, donc elle est comme ça. Et du coup, elle a tout un système qui fonctionne maintenant. Donc c'est vraiment chouette. C'est une des plus belles réussites clients que j'ai. Ouais. Waouh. Écoute, bravo à toi et bravo à Christina.
Mais c'est d'abord à toi parce que tu as su la faire passer justement d'une situation où elle ne connaissait pas à une situation où elle maîtrise, elle est capable de s'envoler tout seul. Fait que je pense que c'est une belle réussite pour toi aussi. Et bravo à elle aussi qui était ouverte au coaching parce que on a parfois des clients qui sont en mode ah ouais, ça je l'ai déjà vu, ça j'ai déjà essayé, ça non, ça me parle pas, j'ai pas envie. Il faut que le client, le coaché soit coachable. Et je pense que Christina coche toutes ces cases. Puis bravo à toi pour ta méthode qui fonctionne et qui permet à d'autres personnes comme Christina de vivre de leur business. Et je pense que c'est possible quand on le veut, c'est possible quand on décide de le faire. Merci pour cette anecdote. Héros en affaires. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de quelque chose d'assez atypique. C'est moi. Souvent, quand on parle de coaching, les gens pensent que c'est juste avoir les gens en face et puis parler. Dis-moi un peu, toi, quand tu as des gens en coaching, que ce soit en groupe, que ce soit en personne, comment tu te prépares? La séance, là, comment ça se passe? Une séance de coaching, bah là, ça dépend, ça varie vraiment d'une personne à l'autre, parce que comme tu le sais, je suis basée sur l'humain, et donc du coup, j'aime beaucoup intégrer l'humain. C'est-à-dire que je fais pas beaucoup de théorie, jamais, quasiment. Et j'aime pas ça, je trouve que tout le monde s'ennuie et qu'au bout de 20 minutes, de toute façon, les gens ont décroché. Et moi, je préfère les faire passer à l'action. Donc du coup, on va aller travailler plutôt ce que la personne, elle veut, où c'est qu'elle en est, sur quoi ça bloque. Donc ça passe par beaucoup de questionnements. Donc moi, je pose les questions, on me répond, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, on décide d'une stratégie à mettre en place. Donc du coup, j'ai des coachings ultra courts, mais entre les coachings, il faut aller mettre en application. Parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Donc voilà. Et toi, du coup? Ben, moi, j'avoue qu'il y a une partie théorique parce que comme Christina, il y a des gens qui ne savaient rien des modèles d'affaires qu'on peut avoir. Ce n'est même pas forcément des coachs que j'ai souvent. Ça peut être des gens dans le domaine de la mode, dans le domaine de la décoration, dans le domaine du bien-être, la gestion du temps, plein de sous-niches. Et il y en a qui en savent quelque chose, il y en a qui n'en savent rien. Et quand je suis en groupe, souvent, je n'ai pas le choix que de passer par la théorie. Mais il y a beaucoup de pratiques qui font parfois, il y en a qui ont de la misère à mettre en pratique et du coup, on se répète dans d'autres séances. J'avoue que ça, c'est pas facile. Puis c'est pour ça que je réfléchis, comme tu le dis là, d'automatiser. Est-ce que ça va être des enregistrements? Est-ce que je me pose aussi beaucoup de questions? Toi, aujourd'hui, tu as enregistré ton service. Est-ce qu'il y a des vidéos de coaching que tu partages parfois à tes clients? Oui, de temps en temps, il y a certaines vidéos. Après, le plus gros se fait avec moi. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Et du coup, comme je fais quand même pas mal de one-one, on a des coachings de groupe, mais je fais pas mal de one-one. Sur les one-one, en fait, je m'adapte vraiment à la personne, à là où elle en est, à comment elle se sent, et surtout avec quoi elle est à l'aise. Parce que je vais pas lui proposer une stratégie 100% réseaux sociaux si c'est pas là qu'elle est bonne, en fait, tout simplement. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'elle réussisse à vendre, pas qu'elle se mette en avant sur les réseaux sociaux. Ben c'est ça, clairement, et je fais pareil. J'ai des clientes qui, comme par exemple ma cliente qui est plutôt dans le domaine de la mode, je lui ai dit, écoute, tu as combien de personnes par exemple dans ton répertoire? Elle était choquée d'avoir 4000 personnes dans son répertoire. Fait que je lui ai dit, écoute, voilà la stratégie, commence à faire ça. Elle a commencé, il y avait des réservations, il y avait des choses. Il y a des gens qui passaient à l'action. Elle a parlé à peine à 10 personnes. Il y a au moins la moitié qui lui disent, OK, je m'en viens, je fais ci, je fais ça. Et ça encourage. Et ça donne l'espoir parce qu'on n'est pas obligé de se mettre seulement en valeur sur les réseaux sociaux. Elle utilise du coup les deux. Elle fait aussi les réseaux sociaux et le direct là. Et ça fonctionne super bien. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir différentes stratégies puis de pouvoir s'adapter aux différentes personnalités. Alors, Amy, on tire vers la fin de cette émission. J'aimerais te demander, une femme, une personne aujourd'hui qui regarde cette émission, qui a envie de se lancer en ligne, que ce soit pour faire de l'infoprenariat, du coaching comme on fait, ou d'aller dans un business en ligne, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Par où il va commencer? Comment il va pouvoir avancer? Et tout. Vas-y, je t'écoute. Un truc que les gens pensent pas toujours, mais pour moi, c'est apprendre à vendre. Parce que ça, souvent on se dit, il faut que je fasse le site internet, il faut que je fasse le logo quand on débute, puis il faut que je fasse les réseaux sociaux. Et puis on arrive, ça fait 6 mois qu'on est là, on n'a toujours pas vendu. Donc moi, je dirais, apprends à vendre, mais apprends à vendre intelligemment. Ce qui
fait la différence entre celles qui galèrent et celles qui explosent, c'est leur résultat et c'est pas forcément l'expertise dès le départ. C'est les stratégies de vente et la persuasion qu'elles appliquent. Et vraiment, la vente, c'est pas une question de talent naturel. Moi, j'étais une très mauvaise vendeuse. Quand j'étais en école primaire, j'arrivais même pas à faire une récitation devant la classe. Donc, c'est pas une question de talent naturel. C'est vraiment une compétence qui s'apprend. Donc, si on comprend comment notre prospect y pense, quelles sont ses peurs, quels sont ses désirs cachés, quelles sont ses résistances, et qu'on sait structurer un petit peu son discours pour que finalement il passe d'un je vais peut-être y aller à oui, j'ai envie de venir parce qu'il est convaincu que c'est la meilleure décision pour lui. Je pense que ça fera une grosse différence. Donc pour moi, ça serait apprendre à vendre en premier et surtout se focaliser là-dessus dès le départ. Pas attendre et se dire que ça peut attendre un petit peu plus tard parce que le site il est pas fait, parce que machin. Je pense que la vente, c'est le skill numéro 1 qu'il faut avoir. Super. Donc, apprendre à vendre, puis en même temps travailler sur son offre, parce que le défi aussi, souvent, comme tu le disais là, les gens veulent parler, par exemple, à tous les mamans. Ouais. La niche des mamans, là, elle est vaste. C'est sûr. Elle est vaste. Et ça, c'est souvent le défi que j'ai avec certains clients. Comment spécifier, comment cibler, comment être sûr que là, oui, ok, c'est bon. C'est quoi ton conseil là-dessus? Comment cibler? Moi, je pars toujours de 3 questions. C'est-à-dire que pour cibler quelqu'un, déjà, il faut aimer travailler avec cette personne. Donc, c'est un profil avec qui on aime travailler. Si on n'aime pas travailler avec, ça ne va pas fonctionner. Le numéro 2, c'est un profil qui peut se permettre d'acheter tes services. Parce que si la personne n'a pas l'argent, ça sert à rien de lui proposer quelque chose de toute façon. Et le numéro 3, c'est que ça doit pas seulement te rapporter de l'argent, ça doit aussi te rapporter quelque chose à ton business. Donc, que ce soit du résultat positif, que ce soit du témoignage, que ce soit une recommandation, il faut que ce soit aussi positif pour ton business et pas que pour ton porte-monnaie. Ça, c'est mes 3 trucs principaux quand je cherche une cible. On est d'accord. Et franchement, les personnes qui vont écouter cette vidéo, moi, je vous encourage d'arrêter de juste parler à tout le monde. Soyez précis. Vérifiez si la personne est capable de travailler avec vous, parce qu'il y a des gens, ils sont juste pas capables. Tu viens de démarrer, je te fais pas assez confiance, je peux pas travailler avec toi. Bref, ok, bye bye, y a pas de souci. Ça, c'est les signes que les gens nous envoient souvent. Mais moi, j'étais choquée d'avoir, dès mes débuts, des personnes qui étaient en affaires avant moi, qui avaient comme 3 ans minimum en affaires, que j'ai pu coacher. Et très bien. Tu vois? Donc, vraiment, le ciblage est important. Puis ne pas se prendre la tête quand quelqu'un dit, ah, je suis pas capable de payer. Mais justement, par rapport à ça, quand le client te dit, ah, j'ai trop de problèmes dernièrement, je peux pas payer et tout, c'est quoi ta stratégie pour l'emmener quand même à payer un prix, pas dérisoire, mais un prix correct? Est-ce que tu casses ton prix pour l'arranger? Comment tu fais? Jamais. Si tu arrives à la fin de ton appel et que la personne te dit ça, c'est que tu as mal fait ton appel. En général, l'objection du prix, elle peut être pertinente, mais souvent, le prix n'est pas la problématique principale. Soit la personne n'a pas compris ta valeur, et ça, c'est problématique, soit elle n'est pas sûre que tu peux lui rapporter le résultat. Et en fait, tu arrives à cette objection à la fin parce que tu n'as pas su démontrer ta valeur pendant que l'appel et tu n'as pas su poser les bonnes questions ni lever les objections avant d'arriver jusqu'à la fin où tu présentes ton prix. Ben oui, on est d'accord. Et il y avait quelqu'un qui m'écrivait, parce que ce matin, le post que j'ai fait, c'est que les 10 signes que ce client n'est pas un client pour toi. Et quelqu'un qui a fini de lire m'a écrit en commentaire, ouais, on sait tout ça, mais avec la concurrence actuelle, on n'a pas le choix que de céder. Voilà, c'était le mot. Puis j'ai dit, ouais, ça c'est quelqu'un qui va continuer à vendre quelque chose du bullshit, ça va pas avoir d'impact, elle-même sa vie va pas changer. Et derrière, on a des entreprises qui ne sont juste pas rentables, des femmes non épanouies, et on est choqué que les gens sont mal à l'aise. Tu vois, donc. C'est normal, mais cette personne, c'est peut-être qu'elle n'a pas su mettre en avant une valeur suffisante pour justifier de son prix. Plus on va répondre à un besoin fort, à un problème fort, plus on pourra justifier du prix. D'accord? C'est toujours comment j'emmène d'un point A à un point B en très peu de temps, parce que bien évidemment, tout le monde veut être le plus vite possible au point B.
Et du coup, une fois qu'on a réussi à mettre ça en place, le prix n'est plus un problème parce que tu résous un véritable problème. Oui. Donc du coup, si le problème il est suffisamment important et que le désir que tu amènes, eh ben ça correspond à ce qu'ils ont besoin, la personne elle te dira oui pour le prix. Ben oui, clairement, clairement. En tout cas, je pense qu'on a bien compris. C'est pas les concurrents qui permettent de fixer les prix. C'est pas en se basant sur qu'est-ce que le concurrent. Et même parfois, c'est même pas nos concurrents là. On est juste en train de voir quelqu'un qui fait aussi du coaching comme nous, qui donne un service peut-être similaire, mais qui n'est pas forcément dans notre niche spécifique. Et on se prend la tête à dire ah, mais si elle vend, je sais pas, à un prix dérisoire, je dois vendre à un prix dérisoire. Et souvent, ce qui est choquant, c'est pas parce que tu vends moins cher que tu vas avoir plus de clients. Et moi, c'est là où ça me fait encore plus mal, là. Ouais, au contraire même. Au contraire, si on vend moins cher, en général, les gens le voient comme un signe de non-qualité et ça fait partir en courant. C'est ça. Donc, cherchons à être efficaces, cherchons à avoir justement une offre irrésistible et ne cherchons pas tout simplement à gagner de l'argent, mais cherchons aussi à avoir de l'impact dans la vie de nos clients et dans notre vie personnelle. Moi, je suis tellement contente quand je vois mes clients qui me disent « Ah, mais Mathia, t'avais raison, j'ai mis telle chose en pratique, voilà le résultat. » Je suis trop fière. Et c'est ça, en fait, la valeur ajoutée. C'est ça ce qui me paye, moi, c'est ce que je leur dis. C'est pas les sous que tu me payes là qui sont le plus important. Si je pouvais le faire gratuitement, je le ferais gratuitement, mais ça n'a juste pas de sens. Mais derrière, je veux du résultat, en fait. Je veux du résultat. En tout cas, merci, Amy, pour ton temps. Donc, aurais-tu un mot de fin pour nos spectateurs? Ben, écoute, un mot de fin. Je dirais que le business, c'est pas une question c'est pas une question de chance ou de magie. D'accord? Souvent, on se dit, ça va arriver un moment ou un autre. Pour moi, c'est de la science. D'accord? Ceux qui réussissent savent que vendre, c'est comprendre l'humain et ils savent aussi que l'argent suit l'impact. Donc, que les clients viennent à toi quand ton message parle à leur cerveau, c'est vraiment hyper important. Voilà. Ben oui. Merci, Amy. Je pouvais pas mieux résumer que toi. Alors, merci à toi pour cette émission superbe. Si vous nous suivez et vous ne comprenez pas de quoi on parle de business, on parle d'héroïnes en affaires, on parle de ces femmes-là qui font de l'impact dans leur business depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, mais qui n'ont pas assez partagé. Donc ici, on parle des défis, des réalisations, des anecdotes et surtout, on motive à passer à l'action. Donc, passez à l'action et à la prochaine. Merci. Je te remercie. Bye. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héroïnes en affaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook et partagez votre histoire avec nous. À très bientôt dans Héroïnes en affaires. Ensemble, nous construisons un avenir inspirant. Héroïnes en affaires, inspirez-vous, agissez, réussissez.